La famille de mon mari est arrivée à l'improviste, sans aucun avertissement. Ma belle-sœur a souri, toute la famille va rester ici pendant 10 jours. Ça ne te dérange pas de cuisiner et de faire le ménage, n'est-ce pas? Nous ne sommes que 20 personnes. J'ai souri, bien sûr. Mais j'ai déjà réservé des vacances. Vas-y et profite de ton rôle d'hôtesse. Son visage a pâli, mais la vraie surprise était encore à venir. La première chose que j'ai vue, c'est ma belle-sœur entrant par ma porte d'entrée avec une housse à vêtements, comme si elle avait une clé de la maison. Derrière elle, ma pelouse était couverte de valises. Pas une ou deux. Pas le genre de sac que les gens apportent pour une visite de fin de semaine. Il y avait des valises à roulettes, des sacs de sport, des glacières, des chaises pliantes, des sacs de couchage, des boîtes d'épicerie et 3 bacs en plastique marqués fournitures pour la réunion. 3 VUS étaient garés le long du trottoir, ainsi qu'une fourgonnette de passagers de location qui bloquait à moitié l'allée de mon voisin. Et là, debout au milieu de tout ça avec un sourire sur son visage, se trouvait Tessa Morgan. Toute la famille va rester ici pendant 10 jours, a-t-elle dit. Ça ne te dérange pas de cuisiner et de faire le ménage, n'est-ce pas? Nous ne sommes que 20 personnes. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que je l'avais mal comprise. Je venais de rentrer du travail un vendredi après-midi. J'étais fatigué, portant encore la robe bleu marine sobre et les talons bas que je portais au bureau. Et tout ce que je voulais, c'était de finir de faire mes valises pour mon voyage à Charleston. Ma sœur cadette, Nora, avait terminé son traitement contre le cancer du sein ce printemps-là. Nous avions prévu 5 jours tranquilles au bord de la mer ensemble, quelque chose de doux et d'optimiste après une année qui nous avait fait plus peur à toutes les deux que nous ne l'admettions. Les vols étaient réservés depuis des mois. David le savait. Mais quand j'ai regardé au-delà de Tessa, j'ai vu mon mari debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il avait un torchon sur une épaule et l'expression d'un homme qui avait espéré qu'un problème se résoudrait de lui-même avant de l'atteindre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tu savais, ai-je dit. David a baissé les yeux vers le sol. Tessa a mentionné la réunion il y a quelques semaines. Une réunion, ai-je répété. Ou 20 personnes qui emménagent dans notre maison pour 10 jours. Ce n'était pas censé paraître comme ça, a-t-il dit doucement. Tessa a eu un petit rire comme si j'étais trop dramatique. Claire, c'est la famille. Nous allons tous participer. J'ai de nouveau regardé les bagages. Un des cousins de David transportait déjà une caisse d'eau en bouteille par le portail latéral. 2 enfants se poursuivaient à travers mon parterre de fleurs. Ma belle-mère, Margaret, était assise sur la balançoire du porche avec son sac à main sur les genoux, l'air satisfaite d'elle-même. Ce n'était pas une visite. C'était une invasion déguisée en réunion de famille. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant des années, j'avais été la personne que tout le monde appelait quand il fallait faire quelque chose. J'organisais Thanksgiving. Je gardais des serviettes de rechange lavées et pliées. Je me souvenais de qui était allergique aux crustacés, de qui ne mangeait pas de porc, de quels enfants avaient besoin d'une chambre plus calme pour dormir. Je faisais ces choses parce que je croyais que l'amour vivait dans de petits actes d'attention. Quelque part en chemin, la famille de David avait décidé que prendre soin était simplement mon travail, et David les avait laissés faire. J'ai regardé Tessa droit dans les yeux et j'ai dit aussi calmement que possible, bien sûr, mais j'ai déjà réservé des vacances. Vas-y et profite de ton rôle d'hôtesse. Le sourire a disparu de son visage. Quoi? Je pars demain matin, ai-je dit. Les billets ne sont pas remboursables, et ma sœur m'attend. Margaret s'est levée de la balançoire. Mais nous avons fait tout ce chemin. Je vois bien. David s'est approché, baissant la voix. Claire, s'il te plaît, ne fais pas de ça un problème. Maman est déjà là. Tout le monde est déjà là. Je l'ai dévisagé. Tu en as fait un problème quand tu leur as dit qu'ils pouvaient venir avant de me demander. Ce n'est pas comme si j'avais tout planifié, a-t-il dit. Non, ai-je dit, tu leur as juste promis que je m'en occuperais. Son silence m'a répondu. Plus tard, il admettrait que Tessa l'avait appelé 2 semaines auparavant et lui avait dit qu'elle voulait réunir la famille sans dépenser des milliers de dollars pour une maison de location. David lui avait dit, Claire s'en occupera. La maison a beaucoup de place. Il l'avait dit comme certaines personnes disent qu'il fera beau, comme si mon travail était une partie fiable du paysage. Tessa a croisé les bras.
Alors, tu vas vraiment nous laisser ici sans rien? Vous êtes 20 adultes, ai-je dit. Je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller. Son visage s'est durci. C'est incroyablement égoïste. Peut-être que ça l'était. Ou peut-être que ce qui était égoïste, c'était d'arriver chez quelqu'un d'autre avec 20 valises et de s'attendre à ce qu'elle renonce à un voyage avec sa sœur en convalescence pour que vous puissiez avoir des vacances gratuites. Je n'ai pas dit ça à voix haute. J'étais trop fatigué pour débattre de ce qui aurait dû être évident. Au lieu de cela, je suis passé devant eux, j'ai monté les escaliers et je suis entré dans le petit bureau au bout du couloir. C'était la seule pièce de la maison qui me semblait encore entièrement mienne. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je suis resté un moment la main posée sur le vieux classeur en chêne. J'avais acheté cette maison à l'âge de 31 ans, bien avant de rencontrer David. Je l'avais achetée après des années d'heures supplémentaires, après avoir économisé chaque dollar supplémentaire que je pouvais, après avoir appris d'un premier mariage difficile que la sécurité n'était ni froide ni égoïste. La sécurité, c'était la paix. David y vivait depuis 12 ans. Je ne lui avais jamais reproché cela. Je lui avais fait de la place de toutes les manières possibles, mais je n'avais jamais ajouté son nom à l'acte de propriété. J'ai ouvert le tiroir du bas, j'ai soulevé un dossier intitulé « Les titres de propriété » et j'ai sorti le document original. Le papier était ordinaire, de couleur crème, officiel, silencieux. En bas, j'entendais Tessa demander des couvertures supplémentaires. J'ai tenu l'acte dans mes mains et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû m'apparaître bien plus tôt. Pendant 12 ans, la famille de David l'avait appelée la maison de David. À la fin de cette fin de semaine, ils allaient apprendre à qui appartenait vraiment cette maison. Je suis resté dans ce petit bureau avec l'acte dans mes mains plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas parce que j'avais peur de descendre. À 46 ans, j'avais survécu à un premier mariage qui m'avait appris à quel point une maison pouvait sembler solitaire quand on ne s'y sentait plus en sécurité. J'avais passé des années à construire une vie sur laquelle je pouvais me tenir sans demander la permission de personne. Ce qui m'effrayait, c'était la clarté avec laquelle je pouvais maintenant voir la vérité. Pendant 12 ans, j'avais confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être apprécié. J'ai remis l'acte dans son dossier et je l'ai descendu. Je ne l'ai pas agité. Je n'ai rien annoncé. Pas encore. La cuisine était déjà bondée. Tessa avait ouvert mon réfrigérateur et l'étudiait avec la déception de quelqu'un qui inspecte un buffet d'hôtel. « As-tu plus de nourriture pour le petit déjeuner ?» a-t-elle demandé. Les enfants auront besoin de choses qu'ils reconnaissent. J'ai regardé la porte du réfrigérateur, puis je l'ai regardée. Il y a une épicerie à 10 minutes d'ici. Elle a cligné des yeux. Tu n'y vas pas? Non. Sa bouche s'est crispée. Dans le salon, Margaret dirigeait deux petits-fils adolescents vers le couloir. Vous les garçons, vous pouvez prendre la chambre bleue, a-t-elle dit. Claire peut dormir sur le canapé si elle en a besoin. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. La chambre bleue était mon bureau-chambre d'amis. Elle contenait une banquette-lit, une petite étagère et la courte pointe que ma mère m'avait faite avant de décéder. C'était aussi là que j'avais prévu de dormir cette nuit-là après avoir fini mes valises, car Nora et moi avions un vol tôt le matin. Ces garçons devront trouver un autre arrangement, ai-je dit. Margaret s'est retournée lentement. C'est pour une nuit. C'est ma chambre, Margaret. Son expression a changé comme elle le faisait toujours quand je la décevais. Pas vraiment en colère, mais profondément offensée, comme si j'avais violé un accord privé qu'elle croyait que j'avais passé avec la famille de son fils. David vit ici depuis 12 ans, a-t-elle dit. C'est sa maison. David se tenait au comptoir, les mains à plat sur le granit. Il aurait pu la corriger. Il aurait pu dire, Claire a acheté cette maison. Il aurait pu dire, nous n'avions pas convenu de cette visite. Au lieu de cela, il a détourné le regard. Ce petit mouvement m'a fait plus de mal que le sentiment de droit de Tessa. Tessa avait toujours été négligente avec les limites des autres. Mais David avait été la personne en qui j'avais confiance pour protéger les miennes quand j'étais trop fatigué pour les expliquer. J'ai dit, David vit ici parce que je l'ai invité à construire une vie avec moi. Cela ne signifie pas que n'importe qui peut prendre des décisions pour cette maison sans demander. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre un enfant à l'étage traîner quelque chose sur le sol. David a laissé échapper un long soupir. Claire, pouvons-nous s'il te plaît ne pas faire ça devant tout le monde?
J'ai presque ri, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. Tu veux dire de la même manière que tu n'as pas voulu discuter d'amener 20 personnes ici devant moi. Tessa a levé les mains en l'air. Personne n'essayait de te faire du mal. Nous pensions que tu serais heureuse de réunir la famille. Non, ai-je dit, vous pensiez que je ferais le travail. Pendant un moment, personne n'a répondu. Puis un cousin que je connaissais à peine a ouvert le garde-manger et a demandé s'il y avait du café. La question ordinaire a brisé la tension, mais pas la vérité sous-jacente. C'est ainsi que ces choses s'étaient passées pendant des années. Une demande couverte par une autre, une faveur devenant une attente. Au moment où j'ai remarqué le poids de tout cela, tout le monde avait déjà décidé que j'étais la personne qui le porterait. J'avais acheté la maison à 31 ans. Elle n'était pas grandiose. C'était une modeste maison de style colonial à 4 chambres en bordure de la banlieue de Columbus avec un porche étroit et un jardin assez grand pour des roses, des tomates et une petite balançoire en bois que Nora et moi avions trouvée dans un vide-grenier. J'avais économisé pour l'acheter grâce à des heures supplémentaires et de la patience. Après la fin de mon premier mariage, j'ai cessé de croire que l'amour seul était un plan financier. J'ai gravi les échelons jusqu'à un poste de superviseur des réclamations, j'ai remboursé mes dettes et j'ai mis chaque augmentation dans mes économies. Le jour où j'ai signé les papiers, je me suis assise seule sur le sol vide du salon et j'ai pleuré, non pas parce que j'étais triste, mais parce que le silence m'appartenait enfin. 3 ans plus tard, j'ai épousé David. Je l'avais aimé. À bien des égards, je l'aimais encore. Il était stable quand nous nous sommes rencontrés. Il me faisait rire. Il se souvenait comment je prenais mon café. Quand il a emménagé après notre mariage, j'ai vidé la moitié du placard sans qu'il le demande. J'ai ajouté son nom au compte de service public pour qu'il puisse s'occuper des choses si j'étais absente. J'appelais sa mère le dimanche. J'accueillais Tessa et ses enfants pour les anniversaires et les fêtes. Je n'ai jamais une seule fois appelé ça ma maison pour qu'ils ne se sentent pas diminués. Mais petit à petit, sa famille m'a effacé de l'histoire. Margaret l'appelait la maison de David. Tessa disait aux parents, nous nous réunissons toujours chez mon frère. À Noël, quelqu'un demandait à David s'il avait assez de chaises tout en me regardant sans me voir alors que j'installais les chaises que j'avais achetées. Et David, qui détestait tellement les conflits qu'il préférait ravaler ses propres mots plutôt que de contrarier qui que ce soit, laissait le langage perdurer. Le Noël précédent, Tessa m'avait tendu une liste de courses pour 30 personnes et avait souri. Tu es juste naturellement doué pour prendre soin de tout le monde, avait-elle dit. À l'époque, je l'avais pris comme un compliment. Debout dans ma cuisine bondée ce vendredi-là, j'ai finalement compris que c'était une mission. David m'a suivi dans le couloir. Tu ne peux pas laisser 20 personnes sans endroit où aller, a-t-il dit doucement. Ce sont des adultes. Ils ont des voitures, des téléphones, de l'argent et une fourgonnette de location. Mais maman a 70 ans et Nora se remet d'un cancer, ai-je dit. Pourtant, tu t'attendais à ce que j'annule pour elle. Il s'est frotté le front. Je ne m'attendais pas à ce que tu annules. Si, tu t'y attendais. Tu as dit à Tessa que je m'en occuperais. Ses yeux se sont levés vers les miens. C'est aussi ma maison, Claire. Les mots ont atterri doucement, mais ils ont coupé. Non, David, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Il m'a regardé comme si j'étais soudainement devenu quelqu'un de froid et d'inconnu. Mais je n'avais pas changé. J'avais simplement cessé de prétendre que la générosité signifiait la reddition. Pendant quelques secondes après que je l'ai dit, David n'a pas parlé. Il se tenait dans le couloir, une main contre le mur, l'air moins en colère que blessé. Je comprenais pourquoi. Je venais de dépouiller une croyance qu'il avait portée pendant des années. La croyance confortable que parce qu'il vivait dans cette maison, m'aimait dans cette maison et payait certaines factures dans cette maison, elle lui appartenait de la même manière incontestée qu'elle m'appartenait. Mais je ne l'avais pas dit pour le blesser. Je l'avais dit parce que la vérité attendait depuis trop longtemps. Je n'essaie pas de te mettre dehors, lui ai-je dit. Je te dis que tu n'as pas le droit d'offrir cette maison, mon temps ou mon travail à ta famille comme si rien de tout cela ne nécessitait mon consentement. Sa mâchoire s'est crispée. Ce ne sont pas des étrangers. Non, ai-je dit, c'est exactement pourquoi c'est important. Les étrangers savent généralement qu'ils ont besoin d'une invitation. De la cuisine, j'ai entendu Tessa crier, « David, où gardes-tu le papier toilette supplémentaire ?» Il a fermé les yeux un instant,
et j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Pas encore de la compréhension, juste la première fissure inconfortable dans le déni. Je suis retourné à l'étage et j'ai fini de faire mes valises. J'ai plié un pantalon en lin, 2 pulls légers, mes chaussures de marche confortables et le chemisier bleu pâle que Nora m'avait dit qui m'allait bien. J'ai fait mes valises lentement, non pas parce que j'étais incertaine de partir, mais parce que je refusais de laisser le bruit en bas me transformer en une femme frénétique se précipitant dans sa propre vie. Toutes les quelques minutes, quelqu'un criait mon nom. « Claire, as-tu plus d'oreiller ? Claire, y a-t-il une autre salle de bain ? Claire, où sont les sacs poubelles ?» Au début, je répondais du haut des escaliers. Puis, j'ai complètement arrêté de répondre. Il y avait 20 personnes en bas. Sûrement, l'une d'entre elles pouvait trouver un sac poubelle. Vers 18 h, la maison sentait la pizza parce que David avait commandé une livraison. Il m'a monté une assiette en carton, se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte de notre chambre. « Je t'ai pris aux légumes, a-t-il dit. Merci. » Il est resté là, tenant le bord du cadre de la porte. « Maman pense que tu fais une scène. » Je l'ai regardé. « Ta mère est arrivée avec 20 personnes et m'a dit de cuisiner et de faire le ménage pour eux. J'ai réservé un voyage pour soutenir ma sœur après un traitement contre le cancer. Quelle partie est la scène, David ? » Il a baissé les yeux sur l'assiette dans ses mains. J'ai adouci ma voix, même si j'étais fatigué d'être celle qui rendait les vérités difficiles plus faciles à entendre. Tu avais 2 semaines pour me le dire. Tu aurais pu dire non à Tessa. Tu aurais pu me demander si je voulais recevoir. Au lieu de cela, tu as décidé que j'abandonnerais ce qui comptait pour moi parce que c'était plus facile que de les décevoir. Je ne pensais pas que ce serait une si grosse affaire, a-t-il dit. Cette phrase m'a blessé d'une manière différente. Pas parce qu'il avait voulu être cruel. David n'était pas cruel par nature. Il était faible là où la gentillesse exigeait du courage. Sa famille insistait et il cédait. Puis il s'attendait à ce que j'absorbe les conséquences en silence parce que j'avais toujours été la plus forte. C'est ça le problème, ai-je dit. Tu ne penses jamais que c'est une grosse affaire parce que je m'arrange toujours pour que ça marche. Il n'a pas eu de réponse. Plus tard dans la soirée, après que les enfants eurent enfin cessé de courir dans le couloir de l'étage, j'ai appelé une avocate dont j'avais gardé le numéro des années auparavant. Son nom était Linda Harper, et je lui avais parlé une fois quand David et moi nous sommes mariés. À l'époque, je voulais comprendre comment protéger ma maison prénuptiale sans que mon nouveau mari ne se sente malvenu. Linda avait été directe mais gentille. Une maison possédée avant le mariage et gardée uniquement au nom d'un seul conjoint était significative, a-t-elle expliqué. Mais le mariage était compliqué, et les gens ne devraient jamais utiliser des documents juridiques comme une arme au milieu d'une dispute. Ce n'était pas ce que je voulais maintenant non plus. Quand elle a répondu, je lui ai donné la version courte. 20 parents étaient arrivés sans ma permission. Mon mari avait donné une clé à sa sœur des années auparavant. Je partais pour un voyage prévu le lendemain matin. « Êtes-vous inquiète qu'ils endommagent la maison ou refusent de partir ?» a-t-elle demandé. « Je suis inquiète que tout le monde pense avoir le droit d'être ici. » « C'est une raison suffisante pour mettre vos limites par écrit, » a-t-elle dit. « Ne mettez pas votre mari à la porte et ne retirez pas ses affaires. Mais pour les invités, soyez clair sur ce que vous avez approuvé et ce que vous n'avez pas approuvé. Restez factuel. Si quelqu'un refuse de partir ou devient menaçant, appelez la police locale. Vous n'avez pas besoin de vous disputer sur la propriété avec chaque parent ce soir. » Son calme m'a rassuré. Avant d'aller me coucher, j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. Mon pouce a plané sur l'écran un instant. Je savais qu'une fois que j'aurais envoyé le message, il n'y aurait plus moyen de prétendre que ce n'était qu'un malentendu. Puis j'ai écrit, « Je n'ai pas été consulté avant que cette visite ne soit organisée. Je pars demain matin comme prévu pour mon voyage avec Nora. Je n'ai pas approuvé un séjour de 10 jours, de grands rassemblements, ou des invités pour la nuit au-delà de ce soir. David devra organiser un hébergement alternatif pour toute personne restant après-midi demain. » Je l'ai lu 2 fois. Pas de colère, pas de menace, pas d'explication qui pourrait être tordue en dispute. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Les réponses sont venues rapidement. Margaret, la famille ne devrait pas avoir besoin de permission pour rester avec la famille. Tessa, waouh, c'est froid même pour toi. Un cousin que je connaissais à peine a écrit,
je pensais que David et Claire avaient invité tout le monde. Puis il n'y a rien eu de la part de David. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et j'ai éteint la lampe. À 6 heures le lendemain matin, je suis descendu avec ma valise et j'ai trouvé Tessa qui attendait à côté de la porte d'entrée. Elle tenait une clé en argent entre deux doigts. « Oh, bien », a-t-elle dit. « Avant que tu partes, peux-tu me dire si celle-ci ouvre toujours la porte de derrière ? La mienne a toujours été un peu difficile. » J'ai regardé la clé. Puis j'ai regardé David qui se tenait derrière elle dans la cuisine. Pour la première fois, il avait l'air vraiment effrayé. Tessa a brandi la clé comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. C'était une petite clé en argent sur un anneau en plastique bleu délavé. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Je connaissais chaque clé de cette maison, la porte d'entrée, la porte de derrière, la remise, la boîte aux lettres. Je les avais gardées sur des crochets étiquetés à l'intérieur du garde-manger depuis que j'avais emménagé. Cette clé, ai-je dit, où l'as-tu eue ? Tessa a jeté un coup d'œil à David, puis à moi. David me l'a donnée il y a des années quand maman s'est fait opérer. Tu te souviens, au cas où quelqu'un aurait besoin de vérifier la maison. Le visage de David était devenu pâle. J'avais oublié qu'elle l'avait encore, a-t-il dit. Mais Tessa n'avait pas fini. Elle a haussé les épaules et a ajouté, je l'ai utilisée quelques fois depuis. Juste pour déposer des choses. Et quand nous planifions cette réunion, David a dit que la famille pouvait utiliser la maison. Il a dit que tu ferais ce que tu fais toujours. Le silence qui a suivi était différent du silence mal à l'aise de la nuit précédente. Celui-ci avait du poids. Margaret se tenait près de la table de la salle à manger, les deux mains enroulées autour de sa tasse de café. Deux des cousins de David étaient derrière elle, faisant semblant de ne pas écouter. Les enfants dormaient encore à l'étage. À travers la fenêtre de devant, je pouvais voir la fourgonnette de location et la file de bagages qui attendaient sur ma pelouse. David a regardé Tessa. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit qu'il y avait de la place, a-t-elle répondu. Tu as dit que Claire s'en occuperait. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je n'avais pas besoin qu'il dise les mots exacts. Le sens était déjà clair. Il avait donné à Tessa l'accès à ma maison, puis l'avait laissé croire que cet accès venait avec autorité. Il avait évité une conversation difficile avec sa famille et m'avait refilé la facture sous la forme de 20 personnes, 10 jours et une maison pleine d'attentes. J'ai posé ma valise à côté des escaliers. David, ai-je dit, s'il te plaît, demande à tout le monde de venir dans la salle à manger. Le menton de Margaret s'est levé. Claire, ça devient ridicule. Non, ai-je dit, ça devient enfin clair. Quelques minutes plus tard, la plupart des adultes étaient réunis autour de la table de la salle à manger. Certains étaient habillés pour la journée. D'autres portaient les vêtements de la veille et avaient l'air fatigués, confus et agacés. Tessa était assise, les bras croisés. David est resté debout près de la porte comme s'il n'avait pas encore décidé s'il appartenait à sa famille ou à moi. Je suis monté une dernière fois et je suis revenu avec le dossier de mon bureau. Puis j'ai placé l'acte de propriété original sur la table. À côté, j'ai mis une copie imprimée du registre foncier du comté et les brèves instructions écrites que Linda m'avait envoyées par courriel après notre appel. Je n'ai pas lu le langage juridique à voix haute. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement donné aux faits l'espace qui leur avait été refusé pendant trop longtemps. Cette maison était à moi avant que j'épouse David, ai-je dit. Elle est restée à mon nom. David vit ici parce que je l'ai accueilli dans ma maison et parce que je voulais que nous construisions une vie ensemble. Mais personne ne peut programmer 10 jours ici, distribuer des clés, ou m'assigner le travail de recevoir sans me demander d'abord. Tessa a eu un rire sans joie. Alors maintenant, tu sors des papiers pour embarrasser tout le monde ? Je montre à tout le monde pourquoi cette décision n'a jamais été la vôtre à prendre. Margaret a regardé David. Tu nous as dit que c'était ta maison. Les yeux de David sont restés fixés sur le sol. Oncle Raymond, qui était venu en voiture de Dayton avec sa femme la nuit précédente, a pris le registre du comté et l'a lu tranquillement. Il avait toujours été le genre d'homme à parler avec précaution, ce qui rendait ses mots plus percutants quand il a finalement regardé David. « Fils, a-t-il dit, savais-tu que Tessa invitait des gens ici sans l'accord de Claire ?» David a dégluti. « Je savais qu'elle voulait faire la réunion ici. » Ce n'était pas ma question. Pour la première fois, David l'a regardé directement.
Oui, a-t-il dit. Je savais. Personne n'a élevé la voix. Personne n'en a eu besoin. La vérité reposait au centre de cette pièce comme une assiette fêlée. Tout le monde pouvait la voir, mais personne ne pouvait la réparer en prétendant qu'elle était entière. Je me suis tourné vers le groupe. Je pars pour Charleston ce matin. Je serai avec ma sœur. Je n'annule pas ce voyage. Le séjour pour la nuit s'est terminé à midi, comme je l'ai dit dans le message familial. Toute personne ayant besoin d'un endroit où rester après cela devra trouver un autre arrangement. La voix de Margaret a tremblé. Tu mettrais vraiment ta propre famille à l'hôtel? J'ai croisé son regard. Non, Margaret. David organisera des chambres d'hôtel pour les parents qu'il a invités sans mon consentement. David m'a regardé vivement, espérant peut-être que j'adoucisse les choses pour lui. Je ne l'ai pas fait. Il a sorti son téléphone. Il y a un hôtel près de l'autoroute, a-t-il dit. Je vais faire les réservations. Tessa a ricané. Pour nous tous? C'est cher. Ça l'est, a dit David. C'était la première chose utile qu'il avait dite de tout le week-end. Je l'ai regardé faire les appels. Je l'ai regardé demander combien de chambres étaient disponibles et donner son numéro de carte au réceptionniste. Je l'ai regardé le coup pratique de sa décision l'atteindre enfin. Non pas comme une accusation de ma part, mais comme des courriels de confirmation apparaissant l'un après l'autre sur son téléphone. Avant de partir, j'ai tendu la main à Tessa. La clé. Elle m'a regardé un instant. Puis elle l'a laissé tomber dans ma paume. C'est tellement dramatique, a-t-elle marmonné. Non, ai-je dit doucement. Ce qui était dramatique, c'était d'arriver avec 20 personnes en supposant que je disparaîtrais en arrière-plan. J'ai mis la clé dans ma poche. J'ai dit à David que je ferais en sorte que les serrures soient changées après que la maison soit vidée, que lui et moi discuterions de l'accès et des limites à mon retour. Il a hoché la tête, mais il semblait abasourdi par tout ce qui avait changé en une matinée. À l'aéroport, après avoir passé la sécurité, mon téléphone a vibré. Tessa avait posté un message en ligne, Claire a mis grand-mère à la porte de la maison de son propre fils. Ma poitrine s'est serrée. Puis, sous sa publication, oncle Raymond avait écrit une seule phrase, ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais. J'ai fixé la publication de Tessa jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller. Claire a mis grand-mère à la porte de la maison de son propre fils. C'était une phrase simple, mais elle avait été construite avec soin pour me faire paraître sans cœur. Elle transformait 20 adultes arrivant sans permission en une femme âgée abandonnée. Elle effaçait Nora, mon voyage prévu, la clé de rechange, l'acte de propriété sur la table de la salle à manger, et chaque personne qui avait regardé David réserver des chambres d'hôtel parce qu'il avait promis quelque chose qu'il n'avait jamais eu le droit de promettre. Pendant une seconde brûlante, j'ai voulu tout écrire. Je voulais poster des photos des bagages sur ma pelouse. Je voulais montrer le registre du comté. Je voulais dire à tous les parents que Tessa avait franchi ma porte d'entrée avec une housse à vêtements et m'avait demandé si je cuisinerais et ferais le ménage pour 20 personnes. Mais Nora m'attendait à la porte d'embarquement. Elle portait un chapeau de paille à large bord et un cardigan vert tendre, même si Charleston était plus chaud que l'Ohio. Ses cheveux avaient repoussé après le traitement, courts et argentés aux tempes maintenant. Elle a vu mon visage et a baissé la voix. Il s'est passé quelque chose? Je lui ai montré la publication. Nora l'a lu, puis m'a rendu le téléphone. Veux-tu rentrer à la maison? La question m'a serré la gorge. Pendant une grande partie de ma vie, on m'avait appris, principalement par l'exemple, pas par des mots, qu'une bonne femme revenait. Elle revenait quand les gens avaient besoin de dîner. Elle revenait quand quelqu'un était en colère. Elle revenait quand un membre de la famille faisait une bêtise et s'attendait à ce que quelqu'un d'autre nettoie. Mais Nora avait passé la dernière année à apprendre que son corps avait des limites et que les ignorer ne la rendait pas courageuse. Cela ne faisait que la rendre plus malade. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac à main. Non, ai-je dit. Je vais avec toi. Elle a hoché la tête une fois. Alors on y va. Au moment où nous sommes arrivés à Charleston, j'avais reçu des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Quelques-unes m'ont demandé ce qui s'était passé. Deux m'ont envoyé des versions de « Je suis désolé qu'il t'ait traité de cette façon ». Un cousin a écrit « Honnêtement, je pensais que vous et David aviez planifié ça ensemble ». C'est cette phrase qui m'est restée.
Ils avaient supposé. Tout le monde avait supposé que David m'avait demandé parce que David avait agi comme s'il avait le droit de répondre pour moi. Et parce que j'avais passé tant d'années à aplanir les choses, personne ne s'était arrêté pour se demander si j'avais été d'accord. Nora et moi nous sommes enregistrés dans notre petit hôtel près de l'eau. Nous avons mangé des crevettes et du gruau dans un restaurant calme, puis nous avons marché le long du port jusqu'à ce que la brise du soir rafraîchisse les trottoirs. J'ai essayé d'être présente. J'ai regardé les bateaux bouger doucement dans leur cale et j'ai écouté Nora me parler d'un livre qu'elle avait lu pendant sa dernière série de traitements. Pourtant, le mensonge de Tessa me suivait. Cette nuit-là, après que Nora soit allée dans sa chambre, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai ouvert la discussion de groupe de la famille. J'ai écrit lentement, je ne vais pas discuter de ça en ligne. Personne n'a été mis à la porte. 20 personnes sont arrivées sans ma permission pour un séjour de 10 jours alors que j'avais un voyage préplanifié avec ma sœur qui se remet d'un traitement contre le cancer. David a organisé un hébergement alternatif pour les parents après-midi. La maison était à moi avant notre mariage et reste à mon nom. Je ne discuterai pas plus de cela en ligne. Je l'ai lu 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Ce n'était pas dramatique. Ça ne traitait pas Tessa de nom. Ça ne demandait à personne de prendre mon parti. C'était simplement vrai. Les réponses ont commencé presque immédiatement. Raymond a écrit en premier, Claire a raison. J'étais là. Nous aurions dû demander avant de venir. Sa femme, Linda, pas l'avocate, une autre Linda, a ajouté, je suis désolé, Claire. Nous n'aurions jamais dû te mettre ça sur le dos. Puis sont venus des messages d'autres personnes. Certains étaient embarrassés. Certains semblaient défensifs au début. Mais l'histoire que Tessa avait racontée ne pouvait pas survivre au contact de personnes qui s'étaient tenues dans la salle à manger et avaient vu les papiers par elles-mêmes. Tessa n'a pas répondu. David a appelé juste après 22 heures. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Est-ce que ça va, a-t-il demandé. C'était une question si ordinaire que j'ai failli mettre fin à l'appel. Je suis à Charleston avec Nora, ai-je dit. J'essaie de l'être. J'ai parlé à Tessa et il est resté silencieux un moment. Elle a admis qu'elle avait choisi notre maison parce que c'était gratuit. Elle a dit qu'elle pensait que tu ne dirais pas non. Notre maison, ai-je demandé. Le silence est revenu. Puis il s'est corrigé. Ta maison. J'ai fermé les yeux. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Elle a aussi dit qu'elle n'avait publié que parce qu'elle était embarrassée, a poursuivi David. Les gens demandaient pourquoi il devait partir et elle voulait qu'ils pensent que c'était de ta faute. L'a-t-elle retiré? Oui. Raymond le lui a dit. Cela comptait, mais pas autant que ce que David a dit ensuite. J'aurais dû arrêter ça avant que ça ne commence, a-t-il dit. Je savais que tu avais le voyage de prévu. Je savais que Nora avait besoin de toi. Je ne voulais juste pas avoir à gérer Tessa ou maman étant contrariée. Et donc, tu as décidé que je pouvais être contrarié à la place. Oui, a-t-il dit doucement. C'est ce que j'ai fait. Pour la première fois depuis vendredi après-midi, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas expliqué. Il ne m'a pas dit que j'en faisais trop. Il l'a simplement admis. Le lendemain matin, il m'a envoyé une liste détaillée, chambre d'hôtel, nourriture, transport, la lampe de remplacement et un rendez-vous chez le serrurier prévu pour le lendemain du départ des parents. Il avait aussi parlé à Tessa. Elle rembourse les chambres pour les personnes qu'elle a invitées, a-t-il écrit. Et le changement de serrure. Elle a protesté. Puis maman lui a dit qu'elle devait le faire. Je me suis assise sur le balcon de l'hôtel, regardant Nora en bas dans la cour, riant doucement avec une femme qu'elle avait rencontrée au petit déjeuner. L'océan était quelque part au-delà des bâtiments, assez proche pour que je puisse sentir l'odeur du sel dans l'air. Tessa n'avait pas été vaincue par un discours ou une humiliation publique. Elle avait perdu ce qu'elle s'attendait à avoir gratuitement, l'accès, la commodité et la croyance automatique de la famille en sa version des événements. Quelques minutes plus tard, un autre message de David est arrivé. C'était une photo de l'acte de propriété toujours posé sur la table de la salle à manger à la maison. En dessous, il a écrit « J'ai passé 12 ans à agir comme si cette maison était à moi. Mais la pire vérité est que j'ai agi comme si ton temps était à moi aussi. J'ai regardé la photo pendant longtemps.
l'acte était la preuve que la maison m'appartenait. Mais partir m'avait montré quelque chose d'encore plus important. Je m'appartenais à moi-même. Quand je suis rentré de Charleston, je ne suis pas revenu avec une décision concernant mon mariage. Je suis revenu avec une sorte de clarté tranquille. Nora et moi avions passé 5 jours à marcher près de l'eau, à manger des repas qu'aucune de nous n'avait cuisinés et à parler de tout sauf du cancer jusqu'à ce que nous soyons prêtes à parler à nouveau du cancer. Sur le vol du retour, elle s'était endormie contre la fenêtre avec un livre de poche ouvert sur ses genoux. J'ai regardé les nuages passer sous nous et j'ai compris que j'avais passé trop d'années à traiter l'épuisement comme une preuve que j'étais aimé. Ce n'était pas le cas. Être nécessaire n'était pas la même chose qu'être respecté. David est venu me chercher à l'aéroport. Il attendait près de la livraison des bagages, tenant une petite tasse de café en papier, comme il le faisait quand il voulait faire la paix après une journée difficile. Un instant, j'ai vu l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait autrefois traversé la ville à 21h parce que j'avais mentionné que j'avais un gros rhume et pas de jus d'orange. Puis je me suis souvenu de lui, debout dans notre cuisine, pendant que sa famille transformait ma maison en hôtel. « Merci d'être venu », ai-je dit en prenant le café. Il a hoché la tête, mais il n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. J'ai apprécié cela plus que je ne m'y attendais. Le trajet du retour a été silencieux. David m'a dit que les parents étaient tous partis le dimanche après-midi. Tessa avait retiré sa publication. Le serrurier avait changé les clés des portes extérieures ce matin-là. David s'était assuré que ni Tessa ni personne d'autre dans sa famille ne reçoive une nouvelle clé. « Tu as ta clé ?» a-t-il dit. « J'ai la mienne. » C'est tout. J'ai regardé le trafic qui passait sur l'autoroute. « Bien, » ai-je dit. Il a attendu un moment avant d'ajouter, « La lampe cassée a été remplacée. J'ai payé moi-même les chambres d'hôtel, la nourriture et le transport. Tessa me rembourse pour les chambres liées aux personnes qu'elle a invitées. C'est entre toi et Tessa. » « Je sais, » a-t-il dit. Ça aurait dû être entre moi et Tessa depuis le début. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle avait presque exactement le même aspect qu'avant vendredi. Les valises étaient parties. La fourgonnette de location était partie. La pelouse de devant était dégagée. Mais quelque chose en moi avait trop changé pour que la maison me paraisse la même. À l'intérieur, les sols avaient été nettoyés. Des serviettes propres étaient pliées dans la buanderie. La chambre d'amis avait été remise en ordre, y compris la courte pointe de ma mère, qui avait été lavée et soigneusement pliée sur la banquette lit. David avait même remplacé le rosier qu'un des enfants avait écrasé en courant à travers le parterre de fleurs. Il avait préparé une soupe au poulet pour le dîner. C'était un petit repas ordinaire, pas une grande démonstration, pas de fleurs et de bougies et un discours conçu pour me faire sentir coupable d'être encore blessé. Je me suis assise à la table de la cuisine en face de lui et j'ai laissé le silence s'installer. Finalement, David a dit « Je suis désolé ». Je l'ai regardé. Je suis désolé d'avoir donné une clé à Tessa. Je suis désolé de lui avoir dit que tu t'occuperais de la réunion. Je suis désolé d'avoir laissé ma famille appeler ça ma maison alors que je savais que ce n'était pas le cas. Mais plus que ça, je suis désolé d'avoir traité ta patience comme quelque chose que je pouvais dépenser. Ses yeux se sont remplis, mais il n'a pas détourné le regard. Pendant des années, j'avais voulu que David comprenne. J'avais voulu qu'il voie que chaque fois qu'il restait silencieux, c'était moi qui devais porter le coup du maintien de la paix. Maintenant, il prononçait les mots, mais les mots seuls n'étaient pas suffisants. « Je crois que tu es désolé, lui ai-je dit. Mais je ne suis pas prête à te dire ce que cela signifie pour nous. » Son visage s'est crispé, bien qu'il ait hoché la tête. « C'est juste. »« Non, » ai-je dit doucement. « C'est nécessaire. » Le lendemain matin, j'ai de nouveau appelé Linda Harper. Je lui ai demandé quelles mesures je pouvais prendre pour m'assurer que mes titres de propriété prénuptiale étaient organisés et que je comprenais mes options. Je ne demandais pas le divorce. Je n'essayais pas d'effrayer David. J'en avais simplement assez de ne pas être informé sur la vie que j'avais travaillé si dur à construire. David n'a pas protesté quand je le lui ai dit. Il m'a demandé si je voulais rester ailleurs pendant un certain temps. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Et c'était la vérité. Au cours des semaines suivantes, David a commencé à faire ce qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Quand Margaret a appelé pour demander si la famille pouvait se réunir à la maison pour la fête du travail, il n'a pas répondu pour moi.
Il a dit, je dois demander à Claire si elle le veut. Quand Tessa s'est plainte que je l'avais embarrassée, David lui a dit, tu t'es embarrassé toi-même en invitant des gens dans une maison qui n'était pas offerte. Il a commencé une thérapie individuelle, non pas parce que je l'exigeais, mais parce qu'il a admis qu'il ne savait pas pourquoi décevoir sa mère et sa sœur lui avait toujours semblé plus effrayant que de décevoir sa femme. Il m'a aussi demandé si j'envisagerais une thérapie de couple. Seulement quand je serai prête, ai-je dit. Seulement quand tu seras prête, a-t-il répété. Tessa m'a appelé 2 semaines plus tard. Au début, ses excuses semblaient familières. Je ne pensais pas que ça deviendrait une si grosse affaire, a-t-elle dit. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai fermé les yeux. C'est devenu une grosse affaire quand tu as décidé que j'étais censé servir 20 personnes dans ma propre maison. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit d'une voix plus faible, je continuais à compter sur toi parce que tu ne m'as jamais fait faire face au coût de ce que je demandais. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était la première chose honnête qu'elle avait dite. Je ne te donnerai pas une autre clé, lui ai-je dit. Et tu ne feras plus de plan pour cette maison. Ni pour les fêtes, ni pour les visites, ni pour quoi que ce soit. Si tu veux venir un jour, tu me demandes directement. Et tu acceptes ma réponse. Je comprends, a-t-elle dit. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon n'était pas une porte que quelqu'un pouvait déverrouiller simplement parce qu'il admettait enfin qu'il avait eu tort. Mais je l'ai entendu. Un soir, environ un mois après Charleston, David se tenait à côté de moi dans la cuisine pendant que je rinçais les assiettes du dîner. Tu ne récupères pas notre mariage parce que tu es désolé, lui ai-je dit. Il a hoché lentement la tête. Tu as une chance de construire quelque chose de différent, ai-je dit. Mais seulement si tu es prêt à continuer à être présent quand ça cesse d'être pratique. Il a pris l'assiette de mes mains et l'a essuyée soigneusement. Je le suis, a-t-il dit. Pour la première fois, je ne me suis pas précipité pour le rassurer. J'ai laissé le silence porter le poids de ce qu'il avait approuvé. 4 mois se sont écoulés avant que j'accepte de recevoir à nouveau quelqu'un de la famille de David. Pendant ce temps, David ne m'a pas demandé de passer à autre chose. Il n'a pas évoqué le pardon quand j'étais fatigué ou utilisé des mots de thérapie pour se faire paraître changé avant qu'il n'ait réellement changé. Il a simplement commencé à faire les choses différemment. Quand sa mère appelait, il cessait de répondre pour nous deux. Quand Tessa demandait si elle pouvait passer avec ses enfants, il me demandait d'abord. Si je disais non, il disait non sans ajouter, Claire a du mal en ce moment, comme si ma limite avait besoin d'une excuse médicale pour être respectée. Il a suivi une thérapie chaque semaine. Il a appris à quelle fréquence il s'était qualifié de pacificateur alors qu'il ne faisait qu'éviter les conflits jusqu'à ce qu'il retombe sur les épaules de quelqu'un d'autre, généralement les miennes. J'ai assisté à quelques séances de couple quand je me suis senti prête. Je n'y suis pas allé parce que j'avais promis de sauver le mariage. J'y suis allé parce que je voulais savoir s'il restait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et lentement, David m'a donné des raisons de croire qu'il pourrait y en avoir. Il a commencé à remarquer le travail avant que cela ne devienne un problème. Il a changé les draps dans la chambre d'amis sans qu'on le lui rappelle. Il s'est occupé du rendez-vous annuel pour la chaudière. Il a appelé le plombier quand l'évier de l'étage a commencé à goutter. Ce n'étaient pas des actes héroïques. C'étaient des responsabilités normales. Mais après des années à être celle qui se souvenait de tout, la normalité semblait presque inhabituelle. En novembre, l'air à Columbus était devenu vif et gris. Les érables le long de notre rue avaient perdu la plupart de leurs feuilles, et les épiceries remplissaient déjà leurs présentoirs de citrouilles en conserve et de sacs de canneberge. Thanksgiving avait toujours été le plus grand rassemblement de l'année pour la famille de David. Pendant longtemps, cela avait signifié 3 jours de préparation pour moi, faire les courses, cuisiner, nettoyer, trouver assez de chaises pliantes, faire les lits et sourire au moment où quelqu'un disait inévitablement « Claire, tu rends toujours tout si agréable ». Cette année-là, je m'attendais à ce que la mère de David l'appelle. Elle l'a fait. J'étais dans le jardin un après-midi, en train de tailler les rosiers avant le premier grand gel, quand David est sorti sur le porche, son téléphone à la main. « Maman a appelé », a-t-il dit. J'ai levé les yeux de mon sécateur. Je m'en doutais. Il a descendu les 2 marches et s'est tenu à quelques mètres, me laissant de l'espace. Elle a demandé si la famille pouvait venir ici pour Thanksgiving. J'ai attendu. Son visage était calme, mais je pouvais voir qu'il était nerveux.
C'était encore difficile pour lui. Je respectais le fait qu'il ne prétendait plus le contraire. Et que lui as-tu dit, ai-je demandé. Je lui ai dit que je devais te demander si tu le voulais. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. C'était une si petite phrase. Elle aurait dû être ordinaire. Mais l'entendre, c'était comme recevoir quelque chose qui me manquait depuis des années. La simple dignité d'être incluse dans les décisions concernant ma propre vie. Que veux-tu, a-t-il demandé. Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir. Ce que tu veux vraiment. J'ai posé le sécateur sur la rampe du porche. Une partie de moi voulait dire non immédiatement. Non pas parce que je voulais punir qui que ce soit, mais parce que la paix était devenue précieuse pour moi. J'avais appris qu'un après-midi tranquille n'était pas vide. C'était un cadeau. Mais je savais aussi que je ne voulais pas que la peur ou le ressentiment deviennent la seule chose qui gouverne ma maison. Je pourrais faire un après-midi, ai-je dit enfin. Pas un week-end, pas d'invité pour la nuit, et pas si on s'attend à ce que je porte tout toute seule. David a hoché la tête avant que j'aie fini. Dis-moi les conditions. Alors je les fais. Tout le monde apporterait de la nourriture. David coordonnerait la journée. Personne n'arriverait sans être invité. Personne ne supposerait qu'il pourrait rester dormir. Et Tessa demanderait directement avant d'entrer dans la maison, avant d'offrir de l'aide, avant de faire des plans, avant de traiter l'endroit comme s'il appartenait à son frère. David a tout noté. Puis il a appelé sa mère et le lui a dit. J'ai écouté depuis la cuisine pendant qu'il parlait. Sa voix était respectueuse, mais elle ne pliait pas. Maman, Claire et moi sommes prêts à accueillir Thanksgiving de 13h à 18h. Tout le monde apporte un plat. Nous ne faisons pas d'invités pour la nuit, et c'est moi qui coordonne, pas Claire. Il y a eu une pause. Puis il a dit, non, elle n'est pas difficile. Nous faisons des plans ensemble. Cette phrase m'est restée toute la journée. Le matin de Thanksgiving, David s'est levé avant moi. Je l'ai trouvé dans la cuisine à 7 heures, portant un vieux tablier et essayant de comprendre pourquoi la cafetière faisait un étrange cliquetis. Tu es levé tôt, ai-je dit. Il a souri. J'ai un programme. Tu as fait un programme? J'ai fait une feuille de calcul. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. C'était le premier vrai rire que je lui avais offert depuis longtemps. À midi, la maison sentait la dinde rôtie, les patates douces, la sauge et la tarte aux pommes que Margaret avait apportées d'une boulangerie près de son appartement. David avait débarrassé les tables, disposé les plats de service et vérifié l'allée 2 fois pour s'assurer que personne ne bloquait nos voisins. À 13h, les gens ont commencé à arriver. Margaret a été la première. Elle se tenait à la porte, tenant un plat à gratin, paraissant soudain plus petite que dans mon souvenir. « Merci de nous recevoir », a-t-elle dit. « Pav David nous a invités. »« Pav, c'est bon d'être de retour. »« Merci de nous recevoir. »« De rien, ai-je dit, et je le pensais, avec précaution. » Tessa est arrivée 20 minutes plus tard avec ses enfants et 2 plats couverts. Elle n'a pas utilisé de clé. Elle a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, elle a légèrement levé les plats. « J'ai fait des haricots verts et du pain de maïs, » a-t-elle dit. « Où voudrais-tu que je les mette ?» C'était gênant. Ce n'était pas encore chaleureux, mais c'était respectueux. « Dans la cuisine, s'il te plaît, » lui ai-je dit. Tout au long de l'après-midi, David est resté impliqué. Il a rempli les verres, débarrassé les assiettes, s'est occupé des enfants quand ils devenaient trop bruyants et s'est assuré que personne ne me laisse seul avec le nettoyage. Quand un cousin a demandé si tout le monde pouvait revenir le lendemain pour les restes, David a répondu avant que je ne le puisse. Non, a-t-il dit agréablement. Aujourd'hui, c'est le rassemblement. Nous ferons d'autres plans une autre fois. Personne n'a protesté. Plus tard, après le dîner, David se tenait près de la table avec un verre de thé glacé à la main. La conversation s'était adoucie autour de lui. Margaret parlait tranquillement avec Raymond. Tessa aidait à emballer les restes. David s'est éclairci la gorge. « Je veux dire quelque chose, » a-t-il dit. La pièce est devenue silencieuse. Il a regardé sa famille, puis moi. La patience de Claire n'a jamais été une permission, a-t-il dit. Je vous ai tous laissé traiter sa générosité comme quelque chose auquel vous aviez droit. Et je l'ai fait aussi.
J'ai appelé ça ma maison alors que je n'avais aucun droit de parler pour elle. Je l'ai laissé porter le travail parce que je ne voulais décevoir personne d'autre. Sa voix a tremblé une fois, puis s'est raffermie. J'avais tort. Les yeux de Margaret se sont remplis de larmes. J'avais tort aussi, a-t-elle dit. J'aurais dû demander. J'aurais dû voir ce qui se passait. Tessa a baissé les yeux sur ses mains. Je suis désolé, Claire. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin d'une scène parfaite. Je n'avais pas besoin que tout le monde devienne des personnes différentes en un après-midi. J'avais besoin d'honnêteté suivie d'un comportement digne de confiance sur le long terme. Quand la dernière voiture s'est éloignée ce soir-là, la maison était de nouveau silencieuse. David et moi nous sommes assis sur le porche sous une épaisse couverture, écoutant le vent passer à travers les branches nues. « Regrettes-tu d'avoir fait ce voyage ?» a-t-il demandé. J'ai regardé vers la rue sombre, vers la maison dans laquelle je m'étais battu pour me sentir à nouveau en sécurité. « Non, ai-je dit. Je regrette d'avoir cru qu'être aimé signifiait être disponible pour tout le monde. » David a tendu la main vers la mienne, puis a fait une pause jusqu'à ce que je retourne la mienne et le laisse la tenir. Une maison n'est pas un comptoir de service. Une réunion de famille n'est pas un droit. Et une femme qui fixe une limite n'est pas cruelle. Elle rend le respect possible. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, j'espère que vous partagerez quelles limites vous avez dû apprendre à fixer ou le moment où vous avez réalisé que votre gentillesse méritait aussi d'être protégée.